Je passe maintenant la parole à Johan Kenny. Bonjour. Bonjour Johan. Bonjour. Est-ce que de l'évaluation et de la standardisation de la méthode LC-QSUM pour le suivi de la courbe d'apprentissage en chirurgie de l'autospondyose. L'étude porte sur 207 cas opérés de 2015 à 2019 à la Pitié. Je vous remercie. Merci à l'Académie de chirurgie de me permettre de présenter mon travail, effectivement, qui a fait l'objet de ma thèse de médecine. Un rappel sur l'autospongiose, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas familier. Pardon ? Vous pouvez partager votre communication, s'il vous plaît? Partage d'écran, votre communication. On vous voit, mais on ne voit pas la présentation. J'ai une seconde, ouais. Écran, ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez lancer votre diaporama. En bas, le tout à droite, à côté du signe moins. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Oui, alors du coup, je reprends, excusez-moi. Donc, juste un petit rappel, parce que j'imagine qu'on n'est pas tous très familiers avec l'autospongiose. Il s'agit de maladie qui touche 0,3% de la population caucasienne, 2 femmes pour un homme. C'est la première cause de surdité de transmission à tympan normal. Ça commence vers l'âge de 35 ans avec une surdité qui est progressive. Une atteinte bilatérale dans 75% des cas et l'examen, vous voyez, qui retrouve un tympan normal. On passe assez rapidement sur l'étiologie. Il y a des facteurs génétiques et viraux, mais majoritairement, on a du mal encore à comprendre l'étiologie de cette maladie. Ça touche la partie antérieure de la platine de l'étrier, avec un blocage qui donne effectivement cette surdité de transmission, mais ça peut aussi toucher la fenêtre ronde et le reste du rocher. Alors pourquoi avoir besoin d'une courbe d'apprentissage dans cette chirurgie? Parce que c'est une chirurgie qui est très standardisée et qui peut se dérouler en 30 à 40 minutes, mais qui comporte des risques majeurs sur l'oreille interne, avec 1%, entre 0,5 et 1% de surdité complète, profonde après l'intervention, pour plus de 90% de réussite. Alors, on va parler un petit peu de courbe d'apprentissage et comprendre un petit peu l'analyse des courbes d'apprentissage. Vous voyez ici cette courbe schématisée avec les cas cumulés en abscisse, le pourcentage de réussite cumulé en ordonnée. Et effectivement, là, on a placé la compétence plutôt vers la fin. Vous voyez que ça a une forme de cigouille, mais en fait, on pourrait se dire que la compétence arrive beaucoup plus tôt parce que les cas du début, finalement, vont impacter le pourcentage de réussite cumulé, et peut-être à tort, avec un chirurgien qui va être plus autonome et plus responsable plus rapidement. Alors, on peut jouer un peu sur ce curseur, c'est ce qu'on peut appeler une analyse visuelle. En fait, ça se fait beaucoup dans la littérature, mais on a fait mieux depuis. Il y a notamment l'analyse par les moyennes. Vous prenez la moitié, une première moitié, une deuxième moitié de la série, et ce qui vous permet de comparer statistiquement de manière classique les deux moitiés, de se dire si la deuxième moitié est statistiquement significativement meilleure, c'est que le chirurgien a progressé. Alors nous, on va parler de la méthode LC-QSUM. La méthode LC-QSUM, ça veut dire Learning Curve Cumulative Summation, et ça a été développé par le professeur Bio de Cochin en orthopédie, et c'est utilisé dans certaines interventions chirurgicales. Alors, pour parler un peu des principes, l'important dans le LC-QSUM, c'est de choisir des critères de succès. Donc ici, ça va être la fermeture du RIN audiométrique, c'est-à-dire de notre surdité de transmission, et de ces critères, de choisir une performance attendue et une performance inacceptable. La performance attendue, généralement dans la chirurgie de l'autospongiose, elle est de 90% de réussite, et donc une performance de 10% d'échec. Performance inacceptable, ce serait plus de 15 à 20% de mauvais résultats. On conclut de ça des pondérations pour chaque intervention avec le poids d'un succès, le poids d'un échec. Et vous voyez ici une courbe QSUM avec à chaque petite marche vers le haut un succès et chaque grande marche vers le bas, c'est un échec.
Alors, on va rajouter, pour avoir notre test statistique complet, ce seuil d'alarme H, vous voyez, qui permet en fait de retrouver un test statistique avec les tests d'hypothèse contre hypothèse. Une hypothèse nulle dans laquelle l'étudiant non compétent en fait, ne va jamais passer la courbe, et à l'inverse, une courbe qui va passer au-dessus de ce seuil d'alarme H nous prouve en fait la compétence. Ça permet d'avoir une méthode graphique et statistique de l'analyse de l'apprentissage. Alors, on a étudié en rétrospectif notre série monocentrique d'autospongiose opérée entre 2015 et 2019, et on a comparé 2 chirurgiens juniors versus 2 chirurgiens seniors sur des interventions à chaque fois qui étaient primaires, avec un minimum de suivi à 3 mois et toujours une imagerie scanner. Et donc, l'intérêt de l'étude, c'est qu'on a analysé de manière classique, avec des tests de différence statistique, les 4 chirurgiens, en comparant les populations, leurs résultats et les complications. Et puis après, on a construit les courbes custom pour chaque critère qu'on a choisi. Vous voyez ici, le RIN inférieur à 10, inférieur à 15 et le seuil d'intelligibilité plus 10. Ce qui nous donne effectivement ces chiffres qui sont relativement homogènes entre les chirurgiens notamment. Alors les résultats, en fait, en comparaison préopératoire, on retrouve une série qui est comparable avec les littératures et entre les chirurgiens. En regardant les résultats audiométriques, on retrouve des résultats concordants entre les chirurgiens et des résultats qui sont comparables avec le reste de la littérature. Et de la même manière, les complications péropératoires ne sont pas significativement différentes, même si elles sont un peu plus importantes chez le chirurgien 2. Et en post-opératoire, on retrouve effectivement des complications post-opératoires qui ne sont pas différentes non plus. Donc la question, effectivement, on revient à notre comparaison de junior et de senior. Et voilà les courbes custom. Donc effectivement, vous voyez que les chirurgiens 1 et 2 sont les chirurgiens juniors qui sont en haut de la diapositive, et qui passe, alors pour le chirurgien 1 qui va passer sa courbe qu'on a fixée à 1,3 en fin de série, le chirurgien 2 ne passe pas et en fait nos seniors fonctionnent comme des contrôles de notre test, avec un chirurgien 3 qui passe très rapidement à 17K et un chirurgien 4 qui passe à 25K, le seuil H qu'on avait prédéterminé, vous voyez ici. Et donc, ça nous permet, en fait, cette diapositive, de montrer qu'on peut effectivement discriminer avec la méthode custom des chirurgiens juniors qui n'ont pas fini leur cours d'apprentissage versus des chirurgiens seniors. Et on peut aussi discriminer des juniors entre eux, entre chirurgiens 1 et 2. On a essayé de reproduire ces résultats avec un RIN inférieur à 10 dB, mais on voit qu'en fait, le test est mal calibré pour ce critère de succès, avec des chirurgiens seniors en fait, qui ne passent pas le test, et des chirurgiens juniors non pas. Le seuil d'intelligibilité qui est un seuil d'audiométrie vocale ne permet pas non plus de faire la différence. Alors, est-ce qu'on a une innovation pédagogique grâce à cette méthode? Eh bien, en tout cas, on a une méthode qui semble fiable, avec un seuil de RIN à 15 dB qui nous permet de discriminer des juniors et qui reste compatible avec la littérature, qui retrouve généralement un seuil de compétence à 45K. On a évidemment des biais. On a fait une étude rétrospective avec une exclusion des reprises qui est discutable dans cette chirurgie, mais qui fait énormément baisser le taux de succès et qui, du coup, a tendance à rendre invalide le test. Il y a des données manquantes, notamment sur les comptes rendus opératoires, où on peut avoir du mal à savoir qui a vraiment opéré. Et enfin, l'influence de la pédagogie est importante. On travaille dans un centre hospitalier universitaire dans lequel il y a des internes et qui, effectivement, peuvent, entre guillemets, biaiser les résultats. En tout cas, c'est une question qui reste très ouverte. Et en termes de discussion de perspective, effectivement, c'est probablement utilisable par tout un chacun en pratique clinique. Moi, je propose un logiciel qui permet de calculer soi-même ces valeurs de LC Custom pour pouvoir le réaliser sur l'autospongiose ou sur d'ailleurs d'autres interventions. Ça permet de comparer des techniques en autospongiose, notamment par rapport à l'utilisation du robot chirurgical. Ça a probablement un intérêt en simulation, même si évidemment on ne pourra pas utiliser de tests audiométriques. Et puis, ça a probablement un intérêt médico-légal pour un jeune chirurgien qui n'a pas encore 45 interventions
d'autospongiose, mais qui en fait est déjà compétent. Le fait d'avoir ce LC-Custom peut être rassurant, voire utilisable dans un litige. Donc, au final, on a un outil qui semble pertinent, mais qui a besoin de critères précis et qui a de larges applications. Je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi l'équipe de la Pitié-Salpêtrière qui m'a permis de réaliser ce travail. Oui. À part le fait qu'on a été obligé d'apprendre ce que veut dire le LC-Custom, hein, ce qu'on ne connaissait pas, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur justement l'établissement de ces courbes de performance par rapport à une technique? Merci. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que c'était sur la méthode de création de la courbe avec comment j'ai choisi mes critères? À quoi correspond la chute de la courbe? La courbe monte, puis redescend, puis remonte, puis redescend. À quoi correspondent les chutes, les échecs? Les chutes correspondent à chaque fois à un échec. C'est ce qu'on peut voir ici. Hein. Donc effectivement, les chutes correspondent à un échec et en fait, elles ne permettent pas de passer la courbe, de passer le seuil d'alarme. Excuse-moi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu cumules et ce que tu sommatises, summarises? Bien sûr. Somme, c'est la somme. La somme cumulée des cas. Et donc, en fait, la pondération de chaque intervention permet de la quantifier en succès ou en échec. Donc, en fait, si j'ai 30 interventions, je vais avoir 30 points qui vont être plus ou moins hauts sur ma courbe en fonction de si ils correspondent à chaque fois à un succès ou si j'ai un échec dans mon critère de succès. Le critère de succès, il est déterminé à 3 mois et c'était l'audiométrie et donc la fermeture du rhino audiométrique, c'est-à-dire en fait, la meilleure audition post-opératoire. Donc, l'échec n'est pas un faux geste, ni un geste inapproprié. L'échec est le résultat sur l'audition. Oui, exactement. L'échec est le résultat sur l'audition. Toutefois, on parle de cours d'apprentissage parce que les chirurgiens plus expérimentés ont de meilleurs résultats audiométriques dans la littérature. Merci beaucoup.